Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre vraiment central du programme de première en physique-chimie, celui sur la transformation de la matière. Et notre mission, si vous l'acceptez, c'est de décortiquer ensemble les réactions de combustion. Regardez bien cette image. Chaque lumière, chaque voiture qui bouge, tout ça, c'est la preuve visible d'une libération d'énergie, et souvent d'une énergie colossale. Mais d'où est-ce qu'elle vient toute cette énergie? Eh bien, dans la plupart des cas, elle vient d'un seul type de réaction: la combustion. C'est, sans exagérer, le moteur de notre monde moderne. Et voilà, ça pose directement notre problématique scientifique. D'un côté, on a une source d'énergie dont on ne peut pas se passer. De l'autre, son utilisation pose de vrais défis. Pour comprendre tout ça, il faut aller voir ce qui se passe à l'échelle des molécules. C'est notre programme du jour. Alors, avant de sauter dans les équations, gardons bien ça en tête. La combustion est partout. Elle nous chauffe, nous éclaire, nous fait bouger. Mais elle a aussi des conséquences. Et il est devenu crucial de bien les comprendre, surtout avec les enjeux environnementaux actuels. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pour qu'une combustion démarre et se maintienne, il faut absolument 3 choses. On représente ça souvent par le triangle du feu. Il nous faut un combustible, c'est la matière qui va brûler, un comburant, qui est quasi toujours le dioxygène qu'on trouve dans l'air, et enfin une énergie d'activation, en gros l'étincelle qui lance la machine. Si tu enlèves un seul de ces 3 éléments, la combustion s'arrête net. C'est d'ailleurs exactement comme ça que fonctionne un extincteur. Ok, maintenant qu'on a nos 3 ingrédients, on va regarder ce qui se passe au niveau chimique. C'est un peu comme si on allait analyser la recette de cuisine de cette transformation. On a donc nos 2 réactifs principaux. D'un côté, le combustible. C'est l'espèce chimique qui va être oxydée, c'est-à-dire qu'elle va céder des électrons. Pensez par exemple au propane, au butane, à l'essence. De l'autre côté, le combustant, lui, va récupérer ces électrons, on dit qu'il est réduit. Au lycée, dans 99% des cas, ce sera le dioxygène, O2. Donc la combustion, au fond, c'est une réaction d'oxydoréduction, un simple transfert d'électrons. Et le point absolument crucial, c'est que cette transformation libère de l'énergie. Énormément d'énergie, sous forme de chaleur et de lumière. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est exothermique. Et attention, en physique-chimie, il y a une convention à connaître par cœur. Quand un système donne de l'énergie à l'extérieur, comme ici, on compte cette énergie notée Q négativement. Q est donc inférieur à 0. C'est logique, le système perd de l'énergie. Voilà comment on modélise ça avec une équation bilan. Prenons la combustion complète du propane. À gauche, on met les réactifs, le propane et le dioxygène. À droite, les produits. Et là, point super important à retenir, pour la combustion complète d'un composé organique, les produits sont toujours le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. L'étape cruciale ensuite, c'est d'équilibrer l'équation pour respecter la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Il faut qu'il y ait le même nombre de chaque atome de chaque côté. On a dit que la combustion libère une énergie folle, mais d'où vient-elle, concrètement? La réponse, et elle est assez fascinante, se cache au cœur même des liaisons entre les atomes. Regardons ce diagramme. Pour que la réaction se fasse, il faut d'abord une première étape. On doit fournir de l'énergie pour casser les liaisons des réactifs. C'est la petite montagne qu'il faut grimper au début. Mais ensuite, quand les nouvelles liaisons des produits se forment, elles sont beaucoup plus stables et ça libère une quantité d'énergie bien plus grande. C'est la grande descente. On voit bien sur le schéma que l'énergie qu'on récupère à la fin est bien plus grande que celle qu'on a dû fournir au départ. La différence, c'est l'énergie nette libérée. Et le truc génial, c'est qu'on peut calculer tout ça. L'énergie molaire de combustion, qu'on note E Sirion-Combe, est égale à la somme des énergies de toutes les liaisons qu'on a rompues, moins la somme des énergies des liaisons qu'on a formées. Attention, c'est le piège classique, on fait bien rompu moins formé. Ne les inversez pas. Allez, on applique ça à un cas concret, le méthane CH4. La méthode est super rigoureuse. D'abord, on fait l'inventaire. Quelles liaisons on casse dans les réactifs? On calcule l'énergie totale qu'il faut pour ça. Ensuite, deuxième inventaire, quelles liaisons on crée dans les produits? On calcule l'énergie totale que ça libère. Et à la fin, on fait le bilan. Énergie absorbée pour casser, moins énergie libérée en formant. On trouve ici un résultat négatif, ce qui est tout à fait normal, et confirme que notre réaction est bien exothermique. Bon, on a bien établi que la combustion complète produit du dioxyde de carbone. Le problème, c'est que ce produit est loin d'être anodin. En fait, il est au cœur d'un des plus grands défis de notre temps. Une fois qu'on a émis tout ce CO2, il va où? Ce graphique est très clair. À peu près un quart est capté par les océans et un autre quart par les plantes. Mais le chiffre clé, il est là. Plus de la moitié, 51%, reste tout simplement dans l'atmosphère et s'y accumule année après année.
Et alors, eh bien, le CO2 est ce qu'on appelle un gaz à effet de serre. À la base, l'effet de serre, c'est naturel et c'est même vital. Ça garde notre planète à une température agréable. Le souci, c'est qu'en balançant des quantités massives de CO2, on augmente artificiellement la concentration de ce gaz. C'est comme si on mettait une couverture de plus en plus épaisse sur la Terre. Plus de chaleur est piégée et ça conduit au réchauffement climatique. Face à ce constat, les chimistes et les ingénieurs du monde entier se creusent la tête pour trouver des solutions. La question est simple: comment continuer à produire de l'énergie sans dérégler complètement le climat? Le grand défi, c'est de trouver des combustibles avec un cycle du carbone beaucoup plus court. Au lieu de brûler du carbone qui était stocké sous terre depuis des millions d'années, l'idée, c'est d'utiliser de la biomasse, c'est-à-dire des plantes qui ont capté ce carbone il y a peu de temps. C'est le principe des agrocarburants. Et des pistes, il y en a. On pense à l'éthanol fait à partir de la betterave ou au diesel à partir d'huile végétale. Une voie qui semble super prometteuse, c'est la culture de microalgues. Elles sont championnes pour manger le CO2 de l'air pour grandir. Du coup, quand on les brûle, on ne fait que relâcher le CO2 qu'elles venaient juste de capter. Le bilan est presque neutre. Finalement, on pourrait résumer tout ça avec cette phrase. Depuis la préhistoire, l'humanité a toujours su maîtriser le feu. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'apprendre à le réinventer pour qu'il soit compatible avec notre avenir. Allez, pour finir, la petite fiche de révision spécial bac. Voilà les 4 points que tu dois absolument maîtriser. 1. Le triangle du feu, c'est la base de la base. 2. Savoir écrire et équilibrer une équation de combustion complète, c'est une compétence technique indispensable. 3. La fameuse formule de l'énergie de combustion, c'est un classique des exercices. Et enfin 4. Être capable d'expliquer clairement le lien entre cette réaction et l'effet de serre. Si tu as ça, tu es bien. Et voilà, j'espère que cette petite explication sur les réactions de combustion t'a bien aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines et surtout à partager la vidéo avec tes potes qui révisent aussi le bac. Bon courage et à très vite!